Nissan Gabriel. Laissez-vous guider par les experts du groupe Nissan Gabriel, la référence Nissan au Québec. Visitez le nissangabriel.com. Nissan Gabriel, pour vous. Quand c'est la rentrée, vous rencontrez des gens, vous leur dites « Hey, salut, comment ça s'est passé ton été? Es-tu allé en voyage? »« Ah oui, je suis allé aux îles de la Madeleine, je suis allé au Gunquit, je suis allé à Paris. » Ben, notre prochain invité, lui, ses vacances, cet été, il est allé à Auschwitz. C'est un autre genre de vacances, mais je pense qu'on peut dire que quiconque a mis les pieds là, on peut dire qu'il y a un avant et un après, avant avoir visité ce lieu-là, qui est Auschwitz. Il s'appelle Frédéric Bédard. Il est docteur... Bédard. Pourquoi j'ai dit Bédard? Parce que je te confonds avec Éric. Ben oui, je le sais, tu viens de parler d'Éric de toute façon. Bon, c'est ça. Mais lui, il m'a dit qu'il ne fait jamais appeler Bérard. Alors, je trouve ça événement un petit peu. Frédéric Bérard, qui est docteur en droit, qui est politologue et que vous pouvez lire dans le journal gratuit Métro. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Sophie. Donc, tu as décidé, toi, d'aller en voyage à Auschwitz, donc camp de concentration nazi, qui est préservé de façon intacte quand on va là. Moi, j'y suis jamais allée. Donc, je compte vraiment sur toi pour raconter aux auditeurs comment c'est. Tu as écrit là-dessus, tu as fait une vidéo et le mot qui ressort, je pense, le plus, c'est bouleversé. On peut pas être indifférent quand on va à Auschwitz. Ben, en fait, si vous allez à Auschwitz, vous n'êtes pas bouleversé ou pire encore, vous êtes indifférent. En ce qui me concerne, vous n'êtes pas humain. Hein, vous êtes mort à quelque part en dedans. J'ai accepté l'entrevue avec plaisir parce que je pense que c'est important de se commémorer et puis bon, parler un peu de cette expérience plus personnelle. Mais en même temps, je me suis dit, je vais être un très mauvais invité. Je ne l'ai pas dit à notre ami Hugo, mais pourquoi? Parce que j'ai de la difficulté à mettre les mots justes sur ce que j'ai pu vivre avec ma fille. C'est d'une atrocité qui... Comme tu peux voir. Ça dépasse l'entendement. Oui, puis c'est parce que tu peux pas comprendre à quel point l'humain puisse être autant méchant. Autant atroce. Et puis ce qui est encore plus remarquable et ironique en même temps, c'est que tu débarques là et tous ceux qui, de ce que j'ai pu voir, à peu près tout le monde a la même réaction que moi. Donc tu dis, si on est incapable de comprendre comment on s'est rendu là, alors par définition, comment on a fait pour le faire? Comment l'humain a pu commettre ces atrocités que l'on trouve, de toute évidence, absolument dégueulasses aujourd'hui avec un certain recul, mais à ce moment même, je veux dire, ces gens-là, c'était quand même des humains, là, c'était pas des robots, c'était pas des extraterrestres. Absolument. Alors, comment tu peux aller jusque-là? Ça, pour moi, quand je te parle d'être bouleversé, c'est la question qui est restée en suspens et à laquelle j'ai toujours pas répondu. Il y a un livre qui est sorti en France, c'est une rescapée de Birkenau, qui était là en même temps que Simone Veil et qui maintenant se promène dans les écoles en France et qui organise des voyages à Auschwitz-Birkenau avec des enfants français pour les conscientiser. Et dans son livre, elle dit que la première fois qu'elle est retournée à Birkenau, elle ne se rendait pas compte à quel point les villages autour étaient comme juste à côté. Il y a des gens qui avaient une petite maison juste à côté d'un camp d'extermination. Absolument. Donc, quand ils s'en allaient ramasser leurs carottes dans leur jardin, ils sentaient l'odeur des corps calcinés. Et ça, c'est ce qui l'avait le plus frappé. Comment, alors qu'on commettait les pires horreurs, la vie autour continuait. Alors c'est absolument phénoménal. Puis on nous explique, hein, parce que c'est très très bien fait. Il y a un volet informatif très fort à Auschwitz où on nous explique justement comment ça pouvait se dérouler. Il y a plusieurs de ces habitants-là qui pouvaient être soupçonnés, parce que la paranoïa, pouvaient être soupçonnés d'aider des prisonniers à s'évader et ainsi de suite. Donc on les foutait eux-mêmes à l'intérieur du camp alors qu'ils étaient la plupart du temps non juifs et tout ça. Donc cette espèce de sentiment-là, et on le revoit encore aujourd'hui. Évidemment, j'ai pas eu la même expérience, Dieu merci, que madame dont tu parles, mais quand on débarque à Auschwitz, c'est une petite ville d'Europe comme n'importe quelle autre. Tu vois des enfants qui jouent partout dans l'eau, tu vois des restaurants, on mange bien, c'est sympathique, tout le monde est de bonne humeur. T'arrives à ton hôtel pour le camp de concentration, ça fonctionne comment? Ah, ben c'est demain à partir de 7h. Vous pouvez prendre un taxi. Je peux vous appeler un taxi si vous voulez. Vous allez voir, ça coûte à peu près ça. Et puis, ça prend à peu près 2 heures. Comme si c'était Disneyland. J'allais au Biodôme ou à Disneyland ou peu importe. Et là, tu dis, OK, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Et puis, quand je suis débarqué là,
Je suis tombé dans un état un peu second, là, je dois bien dire, parce que c'est comme un rêve. Tu les as vus dans des films, tu les as vus dans oui, évidemment, dans des documentaires et ça, mais ça ne peut pas exister pour vrai. Et quand tu es là, tu peux visiter l'intérieur même des buildings. Là, je te parle pas juste des barbelés et tout le truc. Et là, tu vois les chambres à gaz. Je sais pas si tu as déjà vu une chambre à gaz dans un... tu peux pas te remettre de voir une chambre à gaz. Ça se peut pas. Ils ont pas mis quelqu'un là-dedans. Tu vois des kilomètres de cheveux qui étaient ramassés par les nazis pour faire des vêtements ou des trucs du genre. Tu vois des souliers. Tu vois des trucs originaux, là. C'est pas reconstitué. Des valises avec le nom des gens en question. Du linge pour enfants. Des prothèses, des orthèses pour handicapés parce qu'eux, évidemment, n'avaient aucune chance de faire le club. Survivre, ça, on les balançait tout de suite. Dans les chambres à gaz et par la suite dans les fours crématoires, les salles de torture où la Gestapo interrogeait, entre guillemets, X et Y, parce qu'il y avait des prisonniers soviétiques aussi, ainsi de suite. Et c'est d'une puanteur épouvantable, parce que tu peux descendre dans l'espèce de semi-sous-sol humide. C'est dégueulasse. C'est puanteur au propre et au figuré, on s'entend. Et là, tu sors de là, ça a pris peut-être 1h30, 2 heures, quelque chose comme ça. Puis tu dis, est-ce que je viens vraiment de passer à travers Auschwitz? Ah oui, puis à la toute fin, tu peux voir l'endroit où a été pendu celui qui était responsable du camp d'Auschwitz quand les Alliés ont fini par la libération des camps. Et là, puis tu dis, bon, il a couru après, hein, évidemment, mais en même temps, moi, je compte la peine de mort à 100%. T'as quand même une espèce de, comment j'expliquerais ça, de semi-doute, à quelque part, où tu dis, OK, est-ce que l'humain reproduit ce qu'on vient de lui faire? Mais est-ce qu'on peut reprocher à ces gens-là de l'avoir pendu? Évidemment pas. Est-ce que je peux comprendre? Évidemment que oui. Ça pose plein de questions philosophiques. Et voilà. Ça pose plein de questions éthiques. Ça pose plein de questions humaines. Et je trouve ça important parce que toi, t'as choisi, donc, il y a 2 choses. Premièrement, t'as écrit un texte dans le journal Métro. Puis, avec ta fille, vous avez fait une vidéo qui est disponible aussi sur le site de Métro. Et je me disais, c'est intéressant que tu l'aies fait avec le regard de ta fille de 18 ans. Parce que, tu sais, quand t'es jeune, là, tu te dis, t'as confiance en l'humain. Tu dis, les gens, c'est le fun. La vie, c'est le fun. L'être humain est le fun. Et je sais que moi, mon fils, il a 11 ans. Et chaque fois qu'on lui parle de la Deuxième Guerre mondiale et des exactions, c'est comme si on était en train de lui montrer le côté sombre de la force. Hein? Oui, absolument. Puis je le vois dans ses yeux que je suis en train de lui montrer que l'être humain, c'est pas passe-partout, là. Ah non, c'est sûr. Et le regard de ta fille quand elle était avec toi à Auschwitz. Écoute, ça fait plusieurs voyages qu'on fait de ce type-là. Là. Je suis peut-être un drôle de père, là, mais l'année d'avant, on est allé en Israël. On s'est promené un peu. C'est important. Donc, vous êtes allé à Yad Vashem? Ouais, on s'est promené un petit peu ici et là. Puis je me rappelle, on était sur la plage. Je parle de l'année dernière. Et puis, à un moment donné, venu un peu ému, puis elle dit... je réalise à quel point je suis un petit poids de rien du tout dans cet univers et à quel point l'humain peut être méchant et comment je trouve ma place là-dedans. Va répondre à cette question-là à une fille qui avait à ce moment-là 17 ans en fait. Ouais. J'ai pas eu de réponse. Et puis là, cette année, on rajoute Auschwitz. C'est comme là, on s'entend que c'était la couche. La semaine prochaine. Là, je pense que ça va. Là, on a fait le tour. On a parlé du Rwanda. Ouais. Mais le Rwanda l'année prochaine. Puis l'année d'après, vous pouvez aller voir Pol Pot. Donc vous allez voir, en Asie. Alors, si la DPJ écoute, je vais peut-être me faire retirer mes droits de visite. Mais tout ça pour dire que non, en fait. En même temps, je pense que c'est important de ne pas cacher. Bon, elle vient d'avoir 18 ans, donc c'est une jeune adulte, mais c'est important de ne pas cacher cette réalité-là. C'est important de se confronter à ces trucs-là. Puis moi, j'ai goût de passer le message suivant à tous les petits extrémistes de la Terre là, qui font preuve d'une inhumanité sans nom. Puis il y en a, je veux dire, de plus en plus peut-être. Allez faire un tour à Auschwitz, là. Puis allez vous asseoir par la suite au resto, prenez-vous une bière, là, puis repensez à ça. Ouais. Repensez à vos trucs. Mais moi, il y a une chose qui me frappe dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Les gens qui aiment pas les féministes les appellent des féminazis. Ah, c'est dégueulasse. Les gens qui aiment pas un tel, ils disent toi t'es un collabo. Les gens qui aiment pas, tu sais les comparaisons ad Hitlerium là, c'est vraiment très courant. Tu sais, je veux dire, tu fais n'importe quoi aujourd'hui, tu fais traiter de nazi. Et je me dis, on n'a pas le droit d'utiliser ces mots-là et de les banaliser ne serait-ce que
par respect pour les gens qui ont vécu sous la botte des nazis. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important que tu viennes aujourd'hui, parce que ton texte est important. Parce qu'il y a encore trop de gens qui banalisent, quand ils vont pas carrément jusqu'à nier, mais qui banalisent ce qui s'est passé. Chaque fois qu'on utilise le mot nazi pour autre chose que les nazis, on banalise ce que les nazis ont fait. Non, ça, puis les féminazis, je veux dire, il y a pas, c'est assez stupide comme appellation. Puis, mais moi, je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus. Tu ne peux pas reprendre ce discours-là parce qu'on a atteint un niveau d'atrocité qui a été inégalé, sauf erreur, et heureusement d'ailleurs. Et puis on va laisser ça là. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'à mon avis, l'humanité est en perte d'humanité, justement. C'est ce qui est en train de se produire tranquillement, pas vite. Tu vois, quand tu peux foutre des gens en prison pour avoir secouru des migrants qui sont à la mer, là, visiblement, là, il y a un dérapage qui est en train de se faire. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec Auschwitz? Pas nécessairement, évidemment. On n'est pas rendu là, ça n'a rien à voir. Mais ce que j'essaie de dire là-dessus, c'est que ceux qui font preuve de cette inhumanité, on en voit présentement. Moi, je pense à Bolsonaro au Brésil, qui est en train de foutre le feu à l'Amazonie, puis il se trouve drôle, en plus. Je veux dire, c'est très, très large. Mon portrait est très large, là. Et quand tu entres dans ce portrait-là, faire un tour à Auschwitz, regarde jusqu'où tout ceci peut mener. Puis là, je fais pas d'amalgame, j'ai rien en tête de manière précise. Je parle juste la perte d'humanité. Ultimement, le résultat final, c'est ça. Ouais. Je veux revenir sur ce que je te disais tout à l'heure, donc cette dame qui a écrit un livre sur Birkenau et sur ce qu'elle a vu, et donc elle va avec des enfants à Birkenau, des enfants assez jeunes, mais tu sais, mettons début du secondaire et tout ça. Et il y a eu une controverse en France récemment parce que dans certaines écoles, parce que c'est courant en France d'aller là, et il y a eu une controverse parce qu'il y avait des étudiants musulmans, des élèves musulmans qui refusaient d'aller à Auschwitz parce qu'il y a quand même en Europe et dans plein d'autres endroits des gens qui nient encore l'Holocauste. Ben en fait, moi je connais pas l'histoire sur les musulmans, mais moi je sais qu'à Auschwitz, j'ai vu plein de musulmans en fait qui visitaient le site. Non, mais je cible pas les musulmans en particulier, mais je dis juste que il y a encore des gens aujourd'hui qui disent pourquoi on s'intéresse aux Juifs, il y en a plein d'autres qui ont été des victimes, pourquoi on s'intéresse aux Juifs? Ça, mais ça nie en rien les horreurs qui ont été commises envers d'autres. Mais dans ce cas-ci, tant qu'à moi, on a atteint le summum là, dans le paroxysme des atrocités, c'est là en ce qui me concerne. Et puis pour le reste, en France, dont tu parles, je veux dire, ils ont été obligés d'adopter dans le code criminel français, d'interdire la remise en cause de l'Holocauste. Tu sais, c'est pas drôle. Et encore aujourd'hui, tu vois qu'il y a une espèce de retour du balancier là, à ce niveau-là. Là. Il y en a qui repartent ce message-là, l'Holocauste, est-ce que ça a déjà existé? Le génocide. Au Canada, il y a un Keith Rock qui était prof au secondaire qui s'est fait foutre en prison parce qu'il tenait ce genre de discours-là, qui avait remis en question la constitutionnalité d'un article du code criminel qui empêche la propagande haineuse et ce genre de trucs-là. Et puis c'est ramassé en dedans, puis tant pis pour lui. Donc, est-ce que ces genres de... Moi, je suis pour la liberté d'expression de manière générale, ça fait aucun doute, mais il y a quand même des limites à dire des niaiseries de ce genre-là, et ça, c'est un fait, c'est pas une opinion. Tu ne peux pas remettre ça en cause. Pourquoi? Parce que justement, ton opinion, on s'en fout. Factuellement, c'est prouvé. Et puis, pourquoi tu serais tenté de spinner cette opinion-là, passe-moi l'anglicisme, ben c'est parce que t'as peut-être des fins politiques autour de ça, puis ça nous intéresse pas d'en avoir. Ouais, y a une question qui se pose, c'est moi je trouve personnellement qu'au Québec, dans les cours d'histoire, et là je m'adresse au politologue en toi, dans les cours d'histoire, il y a pas suffisamment d'informations sur la Deuxième Guerre mondiale et il y a pas suffisamment d'informations sur ça parce qu'on se retrouve avec des jeunes qui sortent du secondaire, là, qui finissent avec leur deck et qui ont tu sais, c'est comment il s'est passé quelque chose en Allemagne vaguement. Il y avait des pas fins, mais on sait pas trop c'est qui et tout ça. Il y a un manque de culture. Tu sais, autant en Europe, peut-être c'est trop présent, mais en même temps, t'as des plaques à tous les coins de rue qui te rappellent qu'il y a eu des rafles et tout ça. Est-ce que on devrait pas, au Québec, c'est sûr que tous les enfants vont pas aller à Auschwitz pour avoir un cours, mais il y en a des rescapés des camps qui habitent au Québec. Est-ce qu'on devrait pas justement avoir plus de ces gens-là qui vont dans les écoles pour conscientiser les enfants? Écoute, je me rappelle
rappelle quand j'étais président de l'association étudiante du Cégep de Mont-Laurier, puis je suis originaire de Région, là, on n'était pas près de ces questions-là, comme qu'on peut l'être peut-être à Montréal, hein, des Juifs à Mont-Laurier, il n'y en avait pas, là, sauf erreur. On avait fait venir deux survivants de l'Holocauste en 1994 ou 95, je me rappelle pas. Et la salle était pleine, là. On n'était pas beaucoup, là, peut-être, je sais pas, 200-300, quelque chose comme ça. Et il y a eu une espèce de paralysie totale et complète de l'auditoire. Et je suis convaincu que tous ceux qui étaient là, et j'en faisais partie, sont sortis de cette conférence-là en ayant un nouveau regard sur le monde. Et puis moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je ne connais pas précisément le cours actuellement, donc je me positionnerai pas sur le détail. Mais ce genre de truc-là, à mon avis, surtout en Amérique, n'a pas été suffisamment discuté et enseigné. Et si on le faisait, peut-être qu'on aurait justement un autre regard, hein, parce que l'Holocauste, c'est une chose, mais ça a amené d'autres trucs, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça a amené le paradigme des droits et libertés qui est rediscuté aujourd'hui. Il y a d'autres éléments qui émanent de ça et qui méritent peut-être une espèce de recul analytique. Et je pense, je suis assez d'accord avec toi, qu'on l'a pas, là, au moment où on se parle. On l'a pas. Et par contre, c'est important de mentionner, il existe à Montréal un musée de l'Holocauste. Oui. Et c'est le seul musée au Canada entièrement consacré à ça. Et régulièrement, il y a des élèves évidemment du secondaire qui vont faire des visites organisées à ce musée-là. Et c'est un musée important. Puis vous n'êtes pas obligé d'attendre là, que l'école de votre enfant organise quelque chose, mais amenez votre enfant là. Et justement, on trouve, là aussi, il y a toute une section sur le Québec parce que il y avait des endroits, des villages au Québec où c'était marqué à l'entrée du village, les Juifs ne sont pas les bienvenus ici. Ah oui, puis il y a des articles de journaux, puis Le Devoir a fait son mea culpa là-dessus. Ben Il y avait des trucs qui, ça c'est pas de l'antisémitisme, je sais pas c'est quoi. Et donc, l'histoire, ça sert à ça, hein, d'avoir un nouveau regard sur l'actualité, sur la manière dont on agit en tant qu'humain. Et puis, plus on l'enseigne, à mon sens, mieux on se porte. Et malheureusement ou heureusement, on a cet exemple-là qui est formidable dans les deux sens du terme. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser comme étant une espèce de véhicule vers ce qui s'en vient potentiellement? Absolument. Ben, merci beaucoup, Frédéric Bérard. Merci, Sophie qui est docteur Durocher. en droit, qui est politologue. Oui, Journal Métro, qui est Journal gratuit, Métro, comme la oui. presse. Ben, c'est parce que la presse, oui. Ben, ça prend une tablette à 800$ pour pouvoir le lire, mais ça, c'est leur problème. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Après la pause, on parle de ces étudiants, de ces enfants qui ont la chance. Je pense que c'est vraiment un privilège de faire l'éducation à la maison. On en parle après la pause.